Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Allah n'est pas obligé, un film sorti en 2026 de Zaven Najar. Adaptation du roman éponyme d'Amadou Kourouma publié en 2000. Le film fait 1h17 et qu'est-ce que ça raconte pendant 1h17 ? Eh bien c'est Birahima qui est un petit garçon d'une douzaine d'années qui vit à Togobala en Côte d'Ivoire. Et suite à la mort de sa mère, eh bien, il va devoir aller chez sa tante. Il me semble bien que c'était sa tante avec un autre adulte, un espèce de manipulateur, d'escroqueur, on ne sait pas trop, un fabricant de porte-bonheur, de fétiches, comme il dit le multiplicateur de billets, Yakuba. Et ces deux personnages vont traverser la Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire et aussi la Sierra Leone. Donc c'est un film d'aventure autour de cet enfant qui va découvrir un monde en guerre, avec les enfants soldats évidemment. C'est un film qui est sorti à Annecy en 2025. Vous avez eu une intervention des personnes qui ont fait ce film au festival. Il y a une intervention qui dure à peu près 1 heure. Et je l'ai vu avec un ami, il me l'avait suggéré sur le Discord, je vous invite à aller voir le Discord, vous avez le lien en description, il y a des choses qui sont partagées, qui sont très intéressantes sur le serveur, et puis vous pourrez aussi directement me poser des questions s'il y a besoin. Oui, j'avais envie de faire un retour parce que c'est vrai que c'est pas souvent quelque chose qui est mis en avant. Il y a peu de youtubeurs qui vont en parler, ça j'en suis sûr. Donc j'ai envie de faire un petit retour, voilà, sur ce film. Quelques notes, quelques remarques, mais voilà, il faut des fois prendre un peu de recul et à la place de tout le monde, on va parler de Jumpers, le nouveau Pixar et tout ça, ce qui a l'air d'être d'une fadeur rigolote à demi-mot. Allah n'est pas obligé est peut-être un meilleur choix. Et je remercie d'ailleurs mon ami Luc d'avoir appuyé ce choix. C'est un roman, Allah n'est pas obligé, de 230 pages. C'est un gros pavé. Et le faire en animation nécessite, pour des durées qui font souvent 1h20, 1h30, eh bien ça nécessite de prendre des libertés, tout en restant fidèle. Fidélité, liberté, il doit y avoir un équilibre. Et donc on va installer une rythmique dans la découverte du monde de la part de ces personnages, tout en insufflant de quoi se rattacher au personnage, s'attacher au voyage qu'il va vivre. Et donc on rajoute des petites choses qui vont irriguer plusieurs passages, comme par exemple une petite romance entre deux enfants, entre Birahima et une fille qui est une enfant soldat, qui va créer de l'attachement, mais qui n'est pas dans le roman. Il y a un choix qui est opéré. On fait des choix de scènes, des scènes signifiantes, pour orienter le film sur une alternance, des fois une concordance entre l'ironie et le drame. Avec les différents chefs de guerre qui sont tous plus stupides les uns que les autres, dans leurs titres grotesques, aussi bien pour les personnages de Yakuba que pour eux, pour ces chefs de guerre, avec les slogans frappants pour mobiliser les troupes, bien sûr des troupes qui ne sont absolument pas éduquées, l'idéologie qui va avec, et des choses qui sont complètement absurdes. Il y a une absurdité dans les réactions qui est montrée. À un moment, il y a une générale du récit, elle vend des diamants à un intermédiaire. Très bien, mais à un moment, cet intermédiaire, il disparaît. Donc elle, ce qu'elle va faire, elle va attaquer tout un village. Plutôt que faire une opération où elle cherche, où elle fait une enquête, eh bien non, elle va attaquer un village et c'est presque au petit bonheur la chance que ce village, il détient l'intermédiaire. Et on va flinguer à tout va, on va tirer dans tous les sens, on attaque un village, un pauvre village, c'est-à-dire 2-3 cabanons, on lance-roquettes, ça c'est l'absurdité. Il y a une cruauté colossale du monde que nous connaissons, qui est presque important à rappeler, le fait qu'à un moment on arrive et il y a un mec qui assure, tous les gens qui viennent du Côte d'Ivoire, on leur coupe les mains. Et il y a un seau rempli de mains coupées. Et nous, vous semblez être de Côte d'Ivoire, vous. Attendez, on va vous couper les mains. Et il y a Yakuba. Non, on est du même bled que machin et tout ça. Et l'autre, oui, vas-y, montre ta carte d'identité là. Et donc le mec, il lui montre un papier et dans ce papier, il y a des billets. Donc l'autre, il regarde des billets, il regarde Yakuba, il dit ah oui, mon frère et tout ça. Tu dis mais quel. Et je suis convaincu que par moments, ça se passe comme ça.
Alors bien sûr, c'est l'idée que la fiction ne doit pas forcément rattraper totalement la réalité, il y a une part de fantasme, mais honnêtement, les découpages de main, ça c'est pas le premier film, pas le premier document audiovisuel qui en parle. Hein. Ça, je pense que dans certains coins, c'est avéré. C'est avéré. Donc il y a ces images frappantes qu'on a toujours vues du coin de l'œil qui nous est rappelé dans ce film-là, les enfants soldats, vous savez, les femmes que le général va exorciser, hein, à coup de ça va, ça vient, comme ils disent dans Orange Mécanique. C'est affolant. Et c'est bien de le rappeler. Et toute la question est dans le titre, hein. Allah n'est pas obligé. Alors moi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce titre, parce que dans tout le film on parle pas d'Allah. Et en fait le titre et sa signification arrivent à la fin. Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas. Et c'est vrai que il y a une absurdité, une violence, une injustice qui est avérée et on va pas pouvoir faire grand-chose pour aligner sur de meilleurs horizons. La guerre est un désordre politique et aussi un désordre des idées. Et c'est un conflit qui a déjà été représenté au cinéma. Alors c'est pas un type de conflit que je cherche à rencontrer au cinéma ou en audiovisuel, dans des documentaires, mais j'avais quand même vu, je me rappelle, le premier film de Netflix, Beast of No Nation, qui était sorti en 2015 de Karijoji Fukunaga, et Blood Diamond, qui était dans les deux cas des films sur le conflit de la République de Sierra Leone. Blood Diamond, ça date de 2006, Beast of No Nation de 2015, et celui-là, il date de 2026. Donc on est sur une lignée, tous les 10 ans, je vois un film sur ce sujet-là. Et on a l'impression que c'est toujours un petit peu le même souk, avec régulièrement, vous savez, des gens, je crois que c'était quelqu'un sur Brut qui avait rencontré un général avec sa brigade, et on voyait des enfants, évidemment. Il y a un côté qui est rappelé constamment. Le film aussi nous est raconté constamment sur cette idée de mécanique. Il y a un côté un peu historique-politique par moment dans le film, où le film reprend de la hauteur, à partir du rite initiatique de cet enfant. Le film raconte un petit peu les mécaniques qui entretiennent ce système de bordel, mais presque un peu à la façon de, vous savez, les animations de la chaîne YouTube Datagueule, où on a machin qui fait ci, ça amène à ça, ce qui déboule sur le marché européen qui amène à ça. On entretient le conflit via ce bordel. Et bien sûr, ça a été fait dans une espèce de travail de recherche, de littérature, d'archives sur le terrain. Il a été en entretien avec des anciens combattants pour voir un peu les mouvements, les absurdités, le bourrage de crâne. Et en même temps, on est dans l'intime. On essaye de créer de l'intimité avec les personnages. Alors, dans l'absolu, pour moi, je n'avais pas besoin de ce contexte historique et politique pour être avec les personnages. Je veux dire, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose qui vient aérer un petit peu l'histoire. Mais en aucun cas, je trouvais que c'était utile dans le parcours de Biraima. Ça peut même un petit peu, vous savez, dissiper la tâche émotionnelle. On n'avait pas besoin de ce contexte, je trouve, dans ce film. On peut rester rivé avec le personnage. Et même, qu'on ait ou qu'on l'ait pas, moi j'ai pas été bouleversé. Je pense que, d'une part, c'est un conflit qui est trop lointain pour moi. On peut pas être Atlas et porter toutes les misères du monde, hein. Faut aussi arrêter avec ça, hein, ou sinon on bouge plus de son lit, hein. Oh là là, il y a ce conflit ici, il y a ce conflit là. Oui, bon, c'est un conflit qui ne fait que se répéter. Depuis que je commence à lire, à voir les informations, il y a toujours des trucs comme ça qui sont arrivés en Afrique, ça s'est jamais arrêté. Donc bon, à un moment, ça devient ridicule, au point que ça ne bouleverse plus. C'est vrai que la première fois qu'on voit ça, ça peut bouleverser. Bon, quand ça fait 20 ans que ça existe, ça devient quotidien et ça devient banal. Donc pour moi, c'est des images banales que je vois et c'est compliqué d'être bouleversé. C'est compliqué d'être bouleversé en plus quand, dans le récit, les choses vont très vite. Or, le début du film, il est rushé. Il y a une mort de la mère, c'est même pas une minute. C'est même pas une minute, on passe tout de suite à autre chose. C'est bouleversant que ça soit si rapide. Alors c'est peut-être l'idée aussi, que les choses soient dans un espèce de torrent et qu'il y a la mort d'une personne et on passe tout de suite à autre chose, parce qu'il faut être en mouvement, ou quelque chose de cet ordre-là. Mais j'ai l'impression que, en fait, les moments clés, il y a des plans forts,
mais les choses s'estompent vite. Et peut-être que aussi je suis dans une période où j'ai besoin d'éprouver les choses dans le temps. Ça, c'est possible. Et donc en cela, j'ai rejeté en fait ces scènes émotionnelles dans le film. Il y a aussi autre chose qui m'a plus perturbé dans le déroulé qu'autre chose, c'est la fameuse balle. Au début du film, c'est même pas une surprise, il se prend une balle, pouf. Et une balle, pas dans le bras, hein, une balle dans la poitrine, pouf, il tombe à terre. C'est un petit gringalet, hein. C'est pas un super soldat, super entraîné, tout ça, c'est juste un petit gringalet qui se prend une balle dans la poitrine. Ah bah, je veux dire, il est mort. Il est mort, et on va avoir un récit, vous savez, comme Laurence d'Arabie, où le mec meurt au début du film, et on va avoir tout ce qui va amener à ce moment-là. Alors, je me dis, ok, très bien. Alors le film, il fait ça. Voilà, on est sur un point de départ de son récit, on a tout son parcours, à la fin, il se reprend la balle, et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est de nouveau vivant. Et on se dit, mais attendez, comment ça fonctionne là ? J'ai pas compris, il manque un truc. Il y a une scène où il est dans l'eau, je me dis, oui, voilà, on est sur l'esprit qui va partir et tout ça. Mais non, il est vivant. On a un plan où on voit son espèce d'oncle là, ou de tonton, je sais plus, son cousin, donc Yakuba, qui est en train de traîner sur une civière de fortune en récitant une chanson de soldat. Mais on ne sait pas l'état du gamin. Normalement, je pense qu'à ce niveau-là de la balle, le gamin il se vide de son sang et ça s'arrête là, et il meurt. Mais genre plan suivant, il est dans l'eau et tout se passe bien. Et on se dit, ouais, mais là c'est une fantasmagorie. En fait, toute la fin du film, c'est une fantasmagorie, ça n'existait pas. Donc la question, elle est là. Est-ce qu'il manque une scène ? Moi, je pense qu'il manque une scène. Ne serait-ce qu'une scène où on voit un médecin essayer de lui enlever la balle ou je sais pas quoi. Mais là, il manque un truc. C'est pas possible. On peut pas faire une forme de bookend et pas en retirer une chose forte. Parce que là, on dirait vraiment que c'était l'opportunité presque un peu... c'était opportuniste de faire ça pour attirer le nonchalant. Hein, et finalement, cette scène-là revient, parce qu'on l'attend, évidemment, mais il n'y a rien qui se passe. On est un peu sur un degré de frustration similaire à ce qu'on a dans La Mourouf. Bon, La Mourouf joue plus sur ça, parce que La Mourouf joue sur un décalage de destin. C'est pas la même chose exacte. Mais il y a un côté frustrant. Alors là, tu vois ça et tu te dis, ouais, mais en fait, on se fout de notre gueule. Voilà ce qui arrive. Si ça nous est pas montré clairement que la fin est une fantasmagorie, parce que c'est pas clair du tout, quand il y a l'autre cousin qui débarque et qui dit, oui, ta tante, elle est morte, voilà un dictionnaire, tout ça, on se dit, oui, ça a l'air concret, ça. Mais la balle, elle est où ? Oui, bon, on sait pas. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un problème. Alors peut-être que dans le roman, c'est extrêmement clair ce qui se passe, mais là, dans le film, ça ne l'est pas. Et en cela, pour moi, ça, c'est une mécanique, mais qui n'est pas maîtrisée. Tout comme il y a d'autres mécaniques dans le film qui fonctionnent vraiment sur une logique. On va faire avancer de groupe en groupe, de généraux en généraux. Ça fonctionne un peu en saccade. Ça crée par conséquent aucune tension continue, une tension par petits segments, par petits moments. Voilà, où il est avec un général, il y a ça qui se passe. Puis après, avec la générale féminine. Moi, j'ai bien aimé ce passage avec la générale féminine dans la carrière de diamant. Et après, il y a tout ce truc où ils doivent traquer les gens qui ont embarqué l'intermédiaire et ils pètent le village. Enfin, il y a un truc absurde là-dedans. Moi, j'ai bien aimé ce passage. Mais il y a une mécanique qui tend à l'ennui. Mais je pense pas que ce soit une affaire de manque de finesse ou des choses comme ça. Le film, il fait 1h17, on doit aller assez vite. Hein. Le manque de finesse, c'est souvent des choses qui doivent prendre le temps. Et dans ces films-là, on n'a pas le temps. Et je me suis surpris à me tenir la tête pendant la séance. Et ça veut dire ce que ça veut dire. J'étais pas sur mon siège. J'étais à l'avant, me tenant la tête. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est un réflexe physique quand tu te fais chier, en fait. Quand tu vois les mécaniques s'afficher devant toi. C'est pas une affaire de voir la matrice, mais t'es là, ouais, ok, on a compris, allez, à la suite. Il y a rien d'autre que la mécanique que je vois. Et ça, c'est parlant pour moi. Je dois en prendre compte quand je dois réceptionner également un film. Le film se concentre autour de personnages. Il y en a 2 en particulier que nous allons suivre. Il y en a d'autres qui sont là comme des points de passage, puisqu'on va passer de général en général. L'enfant, Birahima, va se faire embarquer en tant qu'enfant soldat, parce qu'il veut se prouver des choses, il veut être un adulte, il veut gagner de l'argent et des choses comme ça. Ici,
Biraima, c'est un peu le témoin d'un monde qui se dérègle, une sorte de voyage initiatique, mais comme je l'avais lu dans le livret d'accompagnement, un voyage initiatique brisé. Et je suis d'accord avec cette idée. L'acteur de doublage, c'est un petit rappeur qui est tout jeune, qui doit avoir à peu près l'âge de Biraima, qui s'appelle SK07, qui fait la voix. La voix, elle est très vive. Alors bien sûr, des fois, elle sonne pas très juste. Là où justement Sendijol en Yakuba fonctionne beaucoup mieux dans le ton. On l'entend tout de suite, on sait très bien que c'est lui. C'est une espèce de gars un peu... c'est un manipulateur, c'est un espèce d'escroqueur qui s'en sort par son bagou, par sa maîtrise du langage et toutes ces petites affaires. Voilà, c'est un entourloupeur, mais qui marche bien parce que c'est un entourloupeur, mais qui veut aider l'enfant à aller jusqu'au bout de son voyage. C'est amusant quand il y a la grand-mère qui dit à Yakuba « Bon, tu fais attention à lui, hein ». Et Yakuba qui dit « Ouais, mais c'est mon fils, t'inquiète pas ». Tu sens que c'est de l'arnaque. C'est le mec qui dit les beaux mots pour se faire aimer, mais finalement, il ne croit pas une seule seconde. Mais si, il est avec lui tout du long, il le protège. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est très juste et très fort et bien de montrer que, voilà, tous les adultes ne sont pas des pourris. Il y a des gens qui veulent vraiment protéger des enfants autant qu'ils peuvent, d'être vraiment ce qu'on appelle l'adjuvant. Et ça, c'est un très beau rôle. Un adjuvant qui, des fois, doit être un peu malhonnête pour s'en sortir, qui doit tempérer aussi l'enfant, qui dit « Ouais, bon, maintenant, on va voir ma tante, on y va. » Et Yakuba « Ouais, mais attends, il faut prendre du temps, on peut pas partir comme ça, c'est compliqué. Voilà, parce qu'il faut presque endormir la milice pour pouvoir s'en sortir plutôt que partir juste après être arrivé. Donc non, tout ça c'est vraiment la relation entre les deux, elle est très bien. Moi je trouve que c'est une très bonne relation, c'est une bonne relation à montrer aussi auprès des enfants. Pour un enfant, un adulte, c'est très impressionnant. Il faut aussi leur montrer qu'un adulte, quel qu'il soit, peut être aussi quelqu'un qui peut nous aider dans des situations compliquées. Parce que, alors là, les situations compliquées, on en a. La vue de la mort, la menace guerrière, l'enfant avec une AK-47, c'est déjà un paradoxe en soi. Et donc, il doit essayer de sortir de cette image. Et sortir de cette image vient avec l'arrivée du dictionnaire et des mots. On va raconter la guerre avec les mots et faire un peu, on va dire, cette guerre, l'enfant, Biraima, l'a fait sienne par l'utilisation du langage qui est un mode d'expression, même comme l'arme peut être un mode d'expression, le cinéma est un mode d'expression, mais là on va utiliser le mode d'expression pour nommer quelque chose qui est innommable, un système de corruption, une histoire de combat et de généraux. Et donc on va avoir l'engagement en fait, du spectateur par cette dynamique de l'intime et de l'historique. Et en cela, moi je trouvais que là, à ce moment-là, oui, ça marchait bien de pouvoir voir une plus grande hauteur, mais après, est-ce que émotionnellement ça engage le personnage pour le spectateur par la suite ? Je veux dire, vraiment un engagement émotionnel fort ? Pas forcément. Si on restait au cœur de ce que vit Biraima sans contexte externe, ça marcherait très bien, et il le fait même d'une façon plus intime encore quand il prend de la drogue. Le tout se déforme, ou même quand j'avais lu dans une interview, quand il a trop d'émotions, eh bien on a une déformation du son et de l'image pour se mettre à la place du personnage, de ce qu'il ressent. Et ça, c'est une très bonne chose. De même que quand il s'imagine avec de l'argent, là on a des images bling-bling avec des étoiles, et après on a des véhicules comme ça qui avancent sur les étoiles où il y a des AK-47 ultra pimpés avec de l'or. Enfin, c'est complètement abusé, hein. Mais c'est les rêves que l'enfant peut imaginer avec les trucs hollywoodiens, et enfin c'est délirant, hein. Il y a quelques moments comme ça, ils ne sont pas beaucoup, hein, parce que ça coûte de l'argent de faire cette animation, qui rendent compte d'un espèce de délire intérieur de l'enfant. C'est bienvenu, c'est vraiment bienvenu. Tout ça c'est mis en place, hein, avec de l'animation, on prévoit ces séquences à l'avance évidemment. Le projet il est arrivé en animation parce qu'il aurait pu être fait en live, mais il y avait un des producteurs, qui était d'ailleurs le producteur de Funan,
qui était sorti en 2018, là sur les Khmers rouges, un producteur qui s'appelle Sébastien Onomo. Lui, il a rencontré le livre. Et avec cette rencontre, il a vu le potentiel et après a cherché à le faire, ce livre. Il disait qu'il y avait eu des tentatives d'adaptation du livre, mais que ça n'a pas marché parce que le dénominateur commun de ces tentatives, c'était que ça voulait être en live. Et là, en animation, ils ont pu le faire. Alors c'est le premier film du réalisateur Zaven Najar. C'est une œuvre qui a de base, dès son premier film, une énergie graphique. Avec, vous savez, toutes les étapes d'animation pour s'assurer de la bonne tenue de l'animation, aussi de la non-explosion du coût d'animation, avec d'abord un storyboard, avec des voix témoins. Donc on va faire des voix témoins, des voix qui vont permettre de donner le tempo du plan, de la scène, de l'histoire. Puis après, nous allons faire des animatiques. Les animatiques, c'est qu'on va commencer à animer un storyboard pour voir quel plan va enchaîner avec quel autre plan. Est-ce que la fin de ce plan va nous permettre une bonne transition vers le plan suivant, etc. Puis après, nous allons créer une ossature en 3D sur des véhicules, par exemple. On le voit très nettement que les véhicules sont en 3D, pour y mettre des aplats 2D. Donc on a des backgrounds en 2D, mais qui vont être installés dans un espace 3D sur Blender, parce que le film a été fait sur Blender. Et ça permet après de faire plein d'enjeux avec le multiplane, avec les figures qui évoluent dans l'espace, de faire aussi des rapports où on va gonfler des choses pour qu'elles nous paraissent en 3D, alors que finalement c'est de la 2D. Je pense par exemple à un petit plan, donc je me rappelle maintenant, c'est les nervures des feuilles, donc vertes, qui vont devenir des veines dans un bras ou au niveau du corps humain. Voilà, donc on va créer des liens entre la nature et l'homme qui évolue à l'intérieur de ces natures. Les plans sont très beaux, beaucoup de couleurs. C'est pas forcément super dynamique, mais il y a une avalanche de couleurs, aussi bien dans les costumes, les habits, que dans l'expression de la nature. Le son marche très bien, aussi bien la musique que la bande sonore. Je me rappelle que pour Tout au sommet du monde, j'avais évoqué peut-être un manque de son par moment, pour l'immersion. Là, moi, je trouve que tout fonctionne très bien au son. C'est une petite production, rappelons-le, hein, mais je trouve qu'il arrive quand même à donner les moyens de ses ambitions. Après, il cherche quand même. J'avais lu un papier qui disait que le film ne cherche pas à édulcorer ou à détourner le regard. On cherche par moments quand même à détourner un peu le regard, hein, quand il s'agit d'avoir des enfants qui sautent sur des mines ou des enfants qui tirent sur un autre enfant. Là, on a des plans de réaction. On n'a pas le plan où l'enfant il disparaît dans une gerbe d'explosion, quoi. Ça, c'est même trop compliqué à faire aussi en termes d'animation. Enfin, il y a quand même une logique de fractionnement à dessiner qui n'est pas évident. Et tout en montrant quand même que c'est un enfant qui explose, quoi. Mais voilà, il y a un choix à faire dans les violences pour pas faire exploser aussi la restriction du film, hein. Il faut quand même que ce soit un film regardé par tout le monde. Mais voilà, il y a un compromis à faire, donc ils ont choisi de faire des réactions. Mais faut pas dire qu'ils ne cherchent pas à détourner le regard. Si, on détourne le regard par moment aussi quand même, hein. Faut pas se leurrer. Mais ça reste un film quand même d'une grande violence. Un film qui nous permet de revoir le monde, hein, et c'est en cela qu'il a une force. Mais est-ce que moi j'ai besoin de ce film-là ? Non, pas nécessairement. Je sais la nature de ce qui se passe, je le sais pas dans le détail, je le sais pas dans son évolution au cas par cas. Mais je sais que là-bas c'est la merde. J'ai pas besoin de ce film pour me le rappeler. Et c'est peut-être aussi en cela que le film ne m'a pas fait tant d'effet que ça. C'est un conflit qui est lointain aussi. Faut pas, comme je l'ai dit, hein, ça sert à rien de se croire à être Atlas, hein. Et puis si c'est pour mal dormir parce que à des milliers de kilomètres il y a des enfants qui tuent d'autres enfants, la belle affaire, j'ai envie de dire, la belle affaire. Mais c'est un film qui a le mérite d'exister. Pour le rappeler, peut-être, et pour des jeunes générations de le découvrir. Et ça, c'est important, parce qu'il faut s'assurer. Moi, maintenant, je passe dans ma deuxième moitié de trentaine. Il y a des choses que je sais, mais il y a des gens qui ont entre 15 et 20 ans qui ne savent pas encore. Et pour eux, ce film peut être important. Moi, je lui mettrais un 12,5 sur 20, voilà. Mais je vous encourage à voir le film. Je pense que c'est à peu près sûr, c'est à peu près certain, c'est mieux que Jumpers, voilà. Je vous le dis. Je crois avoir vu des retours de Jumpers qui n'étaient pas très bien. Donc finalement, si vous avez moyen de l'atteindre, regardez, Allah n'est pas obligé.
Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, que le sujet vous intéresse. Quant à moi, eh bien, je repars pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux enregistrements. Je ferai Scarlett de Mamoru Soda, un peu en retard, mais je le ferai. D'ici là, portez-vous bien, je rends l'antenne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!